Francis Spinner, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes candidat dans la 14e circonscription de Paris avec le découpage bizarre de ces législatives. Il faut préciser que c'est donc le 16e arrondissement, essentiellement. Vous êtes maire de cet arrondissement. Un mot sur ce qui s'est passé aux États-Unis quand même. 19 enfants tués dans une école primaire au Texas. Une de plus, une tuerie de plus. Sommes-nous protégés en France par notre législation sur les armes ? Dans le 16e arrondissement, c'est pas possible ça ? Non, parce que les États-Unis ont une tradition et un lobby très fort pour le maintien de la vente libre des armes, plus ou moins réglementée suivant les États. Et donc, évidemment, quand les gens ont des armes à leur disposition, la possibilité de s'en servir est plus grande. En France, heureusement, la vente des armes est strictement réglementée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des armes qui circulent dans certains milieux, notamment des trafiquants de drogue, mais ça ne peut pas arriver. Ensuite, il y a cette espèce de mise en scène américaine de la tuerie de masse dans les universités, dans les écoles, qui est cette tradition dramatique. Et en France, ça ne peut pas arriver. Nous avons d'autres problèmes d'insécurité, mais ils n'ont pas de cela. Un mot de l'avocat que vous êtes à propos de l'affaire Abad. Est-ce qu'il faut dire présomption d'innocence, donc il peut rester au gouvernement, ou bien il doit partir parce qu'il faut écouter la plaignante? Alors, il y a plusieurs niveaux. D'abord, pour l'instant, il n'y a pas d'enquête judiciaire en cours. La présomption d'innocence, c'est un principe important. Et puis à côté de ça, il y a le fait que beaucoup de femmes n'ont plus confiance en la justice. Hier, d'ailleurs, la Cour d'appel de Paris a rendu un non-lieu en faveur de M. Besson, à l'issue d'une instruction scandaleuse, où la juge d'instruction qui rend l'ordonnance de non-lieu n'avait jamais rencontré la plaignante et où il n'y a jamais eu de confrontation judiciaire. Donc je comprends que beaucoup de femmes aient une méfiance envers la justice, avec un nombre de classements sans suite, qui statistiquement défie l'entendement par rapport aux autres affaires. Parce que c'est parole contre parole, donc la justice... Beaucoup de femmes hésitent, oui, puis parce que la définition du viol pose quelques problèmes, parce qu'elle est très restrictive en réalité. Après, il y a un problème politique qui est très simple, et ça relève de la conscience de M. Abad, et en disant ces mots, je mesure évidemment l'incongruité de ses propos, puisque M. Abad a attendu de savoir s'il serait ministre pour quitter ou pas les Républicains, ce qui montre la force de ses convictions. Mais M. Abad, c'est à lui de déterminer s'il estime, en conscience, que ce qui se passe est de nature à entraver ou pas l'exercice de sa fonction ministérielle. Ça, c'est une réponse personnelle. Certains ont craqué très vite, de Rugy, d'autres se sont accrochés et se sont maintenus, Darmanin ou Dupond-Moretti. Oui, mais il faut voir aussi s'il y a des développements, s'il y a d'autres femmes qui se manifestent. Mais manifestement, ça n'est pas un début heureux du gouvernement. Ce gouvernement, vous le trouvez comment ? C'est un gouvernement idéal pour attendre les législatives en faisant pas grand-chose ? Je trouve surtout que c'est un gouvernement incomplet, puisqu'il y a des secteurs comme le tourisme, le logement, la ville qui ne sont pas pourvus. Alors on nous dit oui, mais c'est rattaché à tel ministère, ce qui montre une sorte d'omniscience stupéfiante. C'est à la fois, on prend les mêmes et on recommence, sans en tirer les leçons, et puis on rajoute quelques nouveautés qui sont un peu inquiétantes. Alors j'ai vu que la nomination du nouveau ministre de l'Éducation, elle pose quand même problème. Alors c'est vrai que ses premiers débuts sont tout à fait dans les clous républicains, mais il n'en demeure pas moins vrai que ça a été quelqu'un qui a travaillé avec le CRAN, qui a participé à des réunions non racisées, qui parle non pas d'un racisme d'État, mais quand même... racisme structurel, oui. Qui parle de violence policière. Qui dit que l'islamo-gauchisme n'existe pas. Qui dit que l'islamo-gauchisme... Est-ce que l'intellectuel discrédite le ministre ? On peut être un intellectuel contesté et puis un ministre... si vous voulez, quelqu'un qui vient m'expliquer que l'islamo-gauchisme n'existe pas, ça m'inquiète sur sa capacité à voir ce qui se passe. Il a rendu hommage à Samuel Paty. Je l'invite à regarder ce qui se passe, à regarder les circonstances qui ont amené à l'assassinat de Samuel Paty. C'est le salafisme qui trouve une complaisance dans certains milieux d'extrême gauche. Donc oui, je trouve ça inquiétant. Maître Dupond-Moretti, maintenu au ministère de la Justice, peut-être parce que la magistrature, en le mettant en examen, a voulu le faire partir. C'est un bras de fer Macron-Justice qui a valu de rester au gouvernement ? Écoutez, là on est exactement, encore une fois, dans la même situation qu'on parlait dans l'affaire Abad, en plus compliqué. Le ministre de la Justice est mis en examen. Il est présumé innocent. Donc... il y avait la jurisprudence Balladur, vous êtes mis en examen, vous devez démissionner. Bon. Le président de la République a haussé la barre en disant il faut être condamné. Bon. Mais c'est quand même un risque de voir le ministre de la Justice mis en examen sur plainte
indirecte de syndicats de magistrats. Alors il y a deux versions, c'est pas les magistrats qui décident qui doit être le ministre, ou le ministre ne pas exercer sa tâche. Ça renvoie là aussi au problème de conscience. Moi j'observe simplement que le garde des Sceaux, après sa pitoyable équipée aux élections régionales où il n'a pas été qualifié pour le second tour, a courageusement décidé de se défiler, alors qu'il était annoncé dans la 15e circonscription du Nord, parce que je pense que dans la République, le suffrage universel, c'est aussi un moment de légitimité. Et d'ailleurs, le président de la République a dit que ceux qui seraient battus devraient quitter le gouvernement. Je trouve regrettable qu'il y ait eu cette esquive. On entendait à droite que la justice avait éliminé François Fillon de la présidentielle en le mettant en examen rapidement. C'est peut-être vrai aussi pour Dupond-Moretti. C'est un bras de fer législatif judiciaire. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, moi je respecte la présomption d'innocence. Je renvoie tout simplement à l'éthique et à la responsabilité politique. Si M. Dupond-Moretti estime que cela ne lui pose aucun problème et qu'il peut continuer à gérer son ministère sans que cela influe, c'est son analyse. Mais j'observe quand même qu'une fois de plus, il faudra prendre un décret pour que le Premier ministre puisse s'occuper d'un certain nombre d'affaires et que nous n'avons donc pas un ministre de la Justice de plein exercice. Olivier Dussopt entame les discussions sur la réforme des retraites. 65 ans, ce n'est pas un totem, a dit Elisabeth Borne. Et pour vous, c'est une nécessité, les 65 ans, faut y aller parce que les comptes publics sont en jeu ? Mais écoutez, au départ, la retraite à 65 ans était considérée comme effectivement quelque chose d'important pour l'état de nos finances publiques et des caisses de retraite. Bon. Le président de la République, au cours de la campagne, a dit qu'il fallait peut-être descendre à 64 ans. On nous explique que c'est pas un totem. Il faudra bien faire cette réforme. Parce que si vous regardez ce qui se passe à l'étranger, si vous savez ce qu'est l'espérance de vie, ce que sera la durée de l'allongement des retraites à verser, on voit bien qu'on ne peut pas rester ainsi. Alors, où le gouvernement recule, où le gouvernement fait cette réforme. Moi, je ne vais pas faire de procès d'intention. Il y a des discussions qui sont en train d'avoir lieu, on verra, mais je pense que c'est une réforme nécessaire, comme remettre de l'ordre dans les comptes publics s'avère nécessaire. Parlons de votre législative. Emmanuel Macron a réalisé plus de 46% au premier tour dans votre circonscription. Est-ce que vous avez peur ? Écoutez, une élection n'est jamais gagnée d'avance, mais je sais que aux élections européennes, la liste que soutenait M. Macron a fait 46% des voix. Et un an plus tard, c'est nous qui avons fait 48% des voix au municipal et 76% au second tour. Je pense qu'on ne peut pas transposer les résultats de l'élection présidentielle avec l'élection législative. La personnalité des candidats compte, les circonstances locales comptent. On ne peut pas dire que le 16e arrondissement, en ce moment, est gâté par le gouvernement. Nous avons appris que la directrice de l'agence régionale de santé voulait faire un centre pour toxicomanes addicts au crack, ce qui veut dire que nous devenons les cobayes, et ça, c'est une décision du gouvernement. Donc, il y a des circonstances locales, il y a la personnalité des candidats, et je pense qu'un certain nombre de gens ont voulu voter utile, parce qu'ils étaient inquiets d'un éventuel second tour Le Pen-Mélenchon, ou de la présence de Marine Le Pen, et donc ils ont voté utile, et je pense qu'aux élections législatives, compte tenu d'ailleurs de la composition du gouvernement. Beaucoup de gens de droite ont pensé que finalement, on pouvait être de droite et voter Emmanuel Macron. Et puis ils ont vu arriver une Premier ministre, dont je rappelle quand même qu'elle a été 5 ans la collaboratrice de Lionel Jospin à Matignon, qu'ensuite elle a été 5 ans directrice de l'urbanisme à la ville de Paris, ça parle aux gens du 16e arrondissement, et dont l'adjoint chargé de l'urbanisme était Madame Anne Hidalgo, et qu'elle a fini en beauté en étant directrice de cabinet de Madame Royal. Donc on voit bien que l'orientation de ce gouvernement, plus la nomination du ministre de l'Éducation, plus la nomination de la ministre de la Culture, plus M. Dupond-Moretti à la Justice... C'est pas un gouvernement de droite. Que c'est pas un gouvernement de droite. Mais votre adversaire sur le terrain, lui, qui s'occupe de relations internationales avec une vision très atlantiste, il peut plaire peut-être à vos électeurs de droite. Écoutez, mon adversaire, qui est peu connu et qui est de passage dans cette circonscription, son seul argument, c'est « je suis le candidat d'Emmanuel Macron, votez pour moi pour qu'il ait une majorité ». Alors si on veut des députés godillots
on peut voter pour lui. D'ailleurs, j'observe qu'ils ont tous signé un papier comme quoi ils voteraient les doigts sur la couture du pantalon tous les projets. Moi, je pense qu'à l'Assemblée nationale, il faut envoyer des gens libres. Et puis surtout, les électeurs comprennent bien que M. Macron joue un jeu dangereux, parce que l'alternative au macronisme, ce sera quoi demain ? Ce sera M. Mélenchon ou Mme Le Pen ? Donc si on ne veut pas que demain la nécessaire alternance qui arrivera se fasse aux extrêmes, il faut garder une force républicaine. Est-ce à dire que Nicolas Sarkozy a eu tort quand il a dit qu'il faudrait un pacte de gouvernance entre les LR et la Macronie ? Écoutez, Nicolas Sarkozy, avec qui j'entretiens des relations apaisées et amicales, a fait un choix parce qu'il a pensé sans doute que le contexte international, la guerre en Ukraine nécessitait une sorte d'unité du pays. Bon, c'est pas votre choix. C'est pas mon choix, mais je suis reconnaissant à Nicolas Sarkozy de ce qu'il a fait pour notre famille politique, même si je regrette qu'il n'ait pas manifesté un soutien à Valérie Pécresse au premier tour. Mais encore une fois, comme il le dit lui-même, aujourd'hui, il voit la politique d'une autre manière et d'une autre distance. Il s'agira demain pour la droite aussi de se reconstruire. Quel président souhaitez-vous pour votre parti après Christian Jacob ? Écoutez, d'abord, vous savez, comment voulez-vous que je fasse un choix ? Je ne sais pas qui est encore candidat. Oh, on voit déjà des favoris, quand même. Ah bah écoutez, Monsieur Barbier, si vous savez, dites-le, mais... Eh ben alors, êtes-vous candidat vous-même ? Alors moi, je ne suis pas candidat, mais je souhaite que le prochain président des Républicains développe un certain nombre de thèmes. Nous avons malheureusement perdu une influence dans deux secteurs, celui de la jeunesse et celui des classes populaires. Donc il faudra bien y répondre. Je pense que le prochain président des Républicains, ou la prochaine présidente des Républicains, devra reprendre à bras-le-corps la question de la transition écologique. Parce que pour les générations futures, c'est un sujet. Or, nous ne pouvons pas laisser l'écologie à des gens d'extrême gauche qui, en réalité, sont écologistes comme moi, je suis pape. Bon. Ensuite, il faudra parler aux classes populaires, c'est-à-dire rappeler l'importance du mérite, l'égalité des chances, la deuxième chance. Tous ces sujets, nous ne devons pas nous cantonner que dans le régalien, même si sur le régalien, nous avons une légitimité et en face, il y a des résultats calamiteux. Un mot de François Baroin, dont vous êtes proche, oui. Vous avez travaillé ensemble. Il a dit adieu à la politique, ça l'intéresse plus, c'est fini ? Écoutez, François Baroin a pris du champ avec la politique, il a une activité professionnelle prenante, mais il reste maire de Troyes, il reste intéressé dans le débat public, il me fait d'ailleurs l'honneur d'être président de mon comité de soutien, et je pense que François Baroin jouera dans les années à venir un rôle important. Francis Szpiner, merci, bonne journée. Merci beaucoup.